Paris, 555 après Jésus-Christ. Dans les corridors sombres du palais royal, une nouvelle se répand comme une traînée de poudre et fait trembler les plus puissants du royaume. Le roi Clotaire Ier vient de commettre l'impensable. Cet homme de 57 ans, déjà père de plusieurs enfants et époux de 5 femmes, vient de franchir une ligne que même les mœurs brutales de l'époque condamnent sans appel. Il a épousé Vuldetrade, la veuve de son petit-neveu Théodebald, dans un acte si scandaleux que les évêques, d'ordinaire silencieux face aux caprices royaux, sortent de leurs réserves pour le condamner publiquement. Cette histoire vraie révèle comment la soif de pouvoir peut pousser un homme à défier tous les interdits, même les plus sacrés. Clotaire Ier n'était pas un roi ordinaire. Fils de Clovis, le fondateur du royaume franc, il avait passé sa vie à éliminer ses rivaux, y compris ses propres frères et neveux. Son règne ressemble à une succession de meurtres, de trahisons et de mariages calculés. Mais cette fois, son ambition l'amènerait à commettre un acte qui choquerait même ses contemporains, habitués à la violence la plus extrême. Pour comprendre l'ampleur de ce scandale, il faut imaginer la stupeur des courtisans découvrant que leur roi venait d'épouser une femme qui était techniquement l'équivalent de sa belle petite fille. Dans une société où les liens familiaux définissent les alliances politiques, cette transgression représentait bien plus qu'un simple écart de conduite. C'était un séisme qui remettait en question l'ordre social lui-même. L'enfance d'un monstre, Clotaire naît vers 498 dans un univers de violence et de sang. Son père Clovis Ier venait de conquérir la Gaule à coups d'épée et de ruse, établissant le premier grand royaume franc sur les ruines de l'Empire romain. Sa mère Clotilde, princesse burgonde convertie au christianisme, avait vu sa propre famille massacrée avant d'épouser le conquérant franc. Dès son plus jeune âge, Clotaire baigne donc dans un univers où la violence détermine qui survit et qui règne. À la mort de Clovis en 511, le royaume se divise entre les 4 frères selon la tradition germanique. Clotaire, âgé de seulement 13 ans, hérite de la Neustrie, avec Soissons pour capitale. Ce territoire, certes prestigieux par son histoire franque, reste bien modeste comparé aux riches terres de ses frères aînés. Cette frustration précoce forge chez le jeune prince une obsession qui ne le quittera jamais: réunifier l'héritage paternel sous son seule autorité. Contrairement à ses frères qui semblent se satisfaire de leur part, Clotaire développe rapidement une personnalité impitoyable. À 16 ans, il participe déjà aux campagnes militaires contre les Burgondes aux côtés de ses frères. Les chroniqueurs de l'époque notent sa brutalité particulière au combat et sa tendance à exécuter personnellement les prisonniers de marque. Cette violence précoce inquiète même son entourage habitué à la rudesse franque. Le jeune roi révèle également des talents de manipulateur hors du commun. Il maîtrise parfaitement l'art de jouer ses frères les uns contre les autres, promettant tour à tour son soutien à chacun selon ses intérêts du moment. Cette duplicité systématique lui permet de s'enrichir considérablement lors des partages de butin, récupérant souvent la part du lion grâce à ses manœuvres diplomatiques. En 523, un événement révèle la vraie nature de Clotaire. Lors d'une dispute avec un de ses vassaux qui refusait de lui céder une terre convoitée, le jeune roi de 25 ans n'hésite pas à l'inviter à un banquet et à l'empoisonner devant ses invités. Ce meurtre de sang-froid, commis en violation de toutes les règles de l'hospitalité franque, scandalise même ses propres guerriers. Mais Clotaire assume parfaitement son acte, déclarant publiquement que les obstacles à la volonté royale méritent la mort. Cette philosophie brutale guide désormais tous ses actes. Pour Clotaire, aucune loi divine ou humaine ne peut limiter les prérogatives du pouvoir royal. Cette conviction absolue le conduira aux pires extrémités, transformant progressivement le fils de Clovis en l'un des tyrans les plus redoutés de son époque. En 524, un événement tragique offre à Clotaire l'occasion de révéler pleinement sa nature monstrueuse. Son frère Clodomir, roi d'Orléans, périt au combat contre les Burgondes lors de la bataille de Vézeronce. Cette mort laisse 3 jeunes orphelins, Théodebald, Gontier et Clodoald, âgés respectivement de 10, 7 et 5 ans. Selon la loi salique, ces enfants héritent légitimement du royaume de leur père. Mais Clotaire voit immédiatement l'opportunité que représente cette succession. Plutôt que de respecter les droits des héritiers légitimes,
il échafaude avec son frère Childebert un plan d'une noirceur absolue. Les deux oncles font venir les enfants au palais royal de Paris, sous prétexte de les consoler et de les prendre sous leur protection. Leur grand-mère Clotilde, rassurée par ces démonstrations d'affection familiale, accepte de confier temporairement ses petits-fils à leurs oncles. La suite relève du cauchemar. Une fois les enfants isolés dans les appartements royaux, Clotaire et Childebert révèlent leurs véritables intentions. Ils font apporter des ciseaux et une épée devant la vieille reine Clotilde et lui lancent cette alternative atroce. « Choisissez, grand-mère. Vos petits-fils seront tondus comme des moines et renonceront à leurs droits royaux, ou ils mourront par l'épée. » La malheureuse Clotilde, horrifiée par cette alternative monstrueuse, refuse de choisir entre le déshonneur et la mort de ses petits-enfants. Elle supplie ses fils d'épargner ces innocents, rappelant qu'ils sont de sang royal et qu'ils n'ont commis aucun crime. Mais ses larmes et ses prières ne touchent pas les deux frères, aveuglés par leur cupidité. Sans attendre davantage, Clotaire saisit l'aîné, le petit Théodebald, par les cheveux. L'enfant de 10 ans, réalisant soudain le sort qui l'attend, se met à crier et à supplier son oncle de l'épargner. Mais Clotaire, implacable, lui tranche la gorge d'un coup de poignard sous les yeux de sa grand-mère pétrifiée d'horreur. Le sang de l'enfant gicle sur les vêtements royaux tandis que ses frères cadets hurlent de terreur. Encouragé par l'exemple de Clotaire, Childebert empoigne à son tour le second garçon, Gontier, âgé de 7 ans. L'enfant tente de s'échapper en se cramponnant aux robes de sa grand-mère, mais l'oncle meurtrier le rattrape et lui enfonce sa lame dans le cœur. En quelques minutes, 2 enfants innocents gisent dans leur sang sur le sol du palais royal, victimes de l'ambition dévorante de leurs oncles. Seul le plus jeune, Claudewald, âgé de 5 ans, échappe au massacre. L'enfant, témoin de l'assassinat de ses frères, trouve la force de s'enfuir et de se réfugier auprès de moines compatissants qui le cachent dans leur monastère. Plus tard, il renoncera de lui-même au monde pour devenir Saint Claude, canonisé par l'Église en mémoire de ce martyr familial. Ce double infanticide accompli, Clotaire parachève son crime en épousant immédiatement Gondioque, la veuve de Clodomir. Cette union lui permet de s'approprier légalement le trésor royal d'Orléans et de revendiquer une partie des terres du défunt. En quelques heures, l'oncle assassin est devenu le maître d'un royaume entier, payé du sang de ses propres neveux. Le double meurtre de 524 marque un tournant dans la personnalité de Clotaire. Après avoir franchi cette ligne rouge absolue, plus rien ne peut arrêter sa soif de pouvoir. L'homme qui a égorgé ses propres neveux n'hésitera plus devant aucun crime pour étendre son influence. Cette libération de tous les scrupules moraux transforme le roi de Neustrie en l'un des souverains les plus redoutés de son époque. En 531, Clotaire participe avec ses frères à la destruction totale du royaume de Thuringe. Cette campagne révèle une fois de plus sa cruauté particulière. Là où ses frères se contentent de piller et de soumettre, Clotaire organise des massacres systématiques pour terroriser les populations. Les chroniqueurs rapportent qu'il fit exécuter tous les nobles thuringiens pour éviter toute révolte future, ne gardant en vie que les femmes et les enfants destinés à l'esclavage. C'est lors de cette campagne qu'il s'empare de Radegonde, une princesse thuringienne âgée de seulement 12 ans. Cet enfant, dont il vient de massacrer toute la famille, devient sa 5e épouse dans des circonstances d'une violence inouïe. Le mariage a lieu sur le champ de bataille même, au milieu des cadavres de la famille royale thuringienne. Cette union forcée avec une enfant traumatisée illustre parfaitement la perversité du personnage. Radegonde subira pendant des années les violences de son époux forcé. Les chroniques de l'époque, pourtant habituellement discrètes sur la vie privée des souverains, mentionnent explicitement les brutalités que Clotaire inflige à sa jeune épouse. Cette malheureuse, terrorisée par la bestialité de son mari, développe une piété mystique qui lui permet d'échapper psychologiquement à son calvaire quotidien. Parallèlement à ses violences domestiques, Clotaire perfectionne ses techniques de manipulation politique. En 534, il convainc son frère Childebert de l'aider à conquérir définitivement la Bourgogne. Cette campagne commune leur permet de capturer le roi Godomar et de se partager ses terres. Mais là encore, Clotaire révèle sa nature profonde en organisant le supplice public du roi vaincu, qu'il fait écarteler devant sa propre capitale. Cette exécution spectaculaire terrifie tous les royaumes voisins.
et établit la réputation de Clotaire comme le plus impitoyable des fils de Clovis. Désormais, son seul nom suffit à faire trembler les cours européennes. Les ambassadeurs étrangers rapportent dans leur pays des récits effrayants sur ce roi franc qui n'hésite pas à torturer personnellement ses ennemis. Sa polygamie illustre également sa stratégie de domination totale. Clotaire collectionne les épouses comme d'autres, accumule les territoires. Chaque mariage renforçant son réseau d'influence ou neutralisant un ennemi potentiel. Après Radegonde, il épouse Chunsin pour s'assurer l'alliance des Alamans, puis Arégonde pour consolider son emprise sur la Thuringe conquise. Cette accumulation d'unions scandalise de même ses contemporains habitués à la polygamie royale. L'épisode le plus révélateur de son cynisme matrimonial concerne justement Arégonde. Cette jeune femme était la propre sœur d'Ingonde, sa première épouse légitime. Quand Ingonde lui demande innocemment de trouver un époux digne de sa sœur cadette, Clotaire répond avec un sourire cruel « Je ne connais personne de plus digne que moi-même ». Et il épouse sa belle-sœur le jour même, transformant les deux sœurs en coépouses rivales au sein du même gynécée royal. Cette union incestueuse provoque les premières protestations des évêques francs, préfigurant le scandale à venir avec Vuldetrade. Mais en 535, l'Église n'a pas encore la force d'imposer sa volonté au roi. Clotaire balaie les objections religieuses d'un revers de main, déclarant que « les rois francs ne reçoivent leur loi que de Dieu, pas de ses serviteurs ». Cette arrogance annonce déjà les futurs conflits avec l'autorité ecclésiastique. En 548, la mort de Théodebert Ier, roi d'Austrasie, place son fils unique Théodebald sur le trône à l'âge de 12 ans. Ce changement dynastique attire immédiatement l'attention de Clotaire, toujours à l'affût d'une opportunité d'expansion. Mais le nouveau roi d'Austrasie présente des caractéristiques qui en font une proie particulièrement vulnérable aux yeux du prédateur de Soissons. Théodebald, né de l'union de Théodebert avec Déotéria, une ancienne courtisane romaine, porte déjà les stigmates de la dégénérescence. Sa mère, femme de mœurs douteuses qui avait séduit le roi d'Austrasie lors d'une campagne militaire, lui a transmis une constitution fragile et des capacités mentales limitées. Les chroniqueurs de l'époque décrivent un garçon chétif, au visage déformé par une malformation congénitale, incapable de supporter les fatigues de la guerre ou même de l'équitation. Malgré ces handicaps évidents, les grands d'Austrasie préfèrent couronner ce souverain diminué plutôt que de risquer l'annexion par l'ambitieux Clotaire. Ils espèrent pouvoir manipuler à leur guise ce roi fantoche tout en préservant l'indépendance formelle de leur royaume. Cette stratégie révèle à quel point la réputation sanguinaire de Clotaire terrorise même les nobles les plus puissants. Pour consolider leur position, les conseillers de Théodebald arrangent rapidement son mariage avec Vuldetrade, princesse lombarde âgée d'environ 20 ans. Cette union diplomatique doit théoriquement renforcer l'alliance entre l'Austrasie et les Lombards d'Italie, créant ainsi un rempart contre les ambitions franques. Vuldetrade, fille du roi lombard Wacho, apporte avec elle une dot considérable et la promesse d'un soutien militaire en cas d'agression extérieure. Mais ce calcul politique se transforme rapidement en cauchemar pour la jeune princesse. Vuldetrade découvre avec horreur la réalité de son époux royal. Théodebald, physiquement répugnant et mentalement instable, se révèle totalement incapable de consommer le mariage. Ces tentatives pathétiques d'approche conjugale terrorisent la jeune femme, habituée à la prestance des guerriers lombards. Cette union stérile devient un calvaire quotidien pour une princesse de 20 ans dans la fleur de l'âge. Les courtisans austrasiens, conscients du problème, multiplient les consultations avec médecins et sorciers pour tenter de remédier à l'impuissance royale. Potions aphrodisiaques, amulettes magiques, prières spéciales. Rien n'y fait. Théodebald reste incapable de remplir son devoir conjugal, condamnant le royaume à l'extinction dynastique. Cette situation désespère les grands du royaume qui voient s'évanouir leurs espoirs de succession légitime. Pendant ce temps, à Soissons, Clotaire observe cette déliquescence avec l'œil du vautour guettant sa proie. Ses espions à la cour de Metz lui rapportent régulièrement les détails de cette union ratée et l'affaiblissement progressif du pouvoir royal austrasien. Le vieux prédateur comprend que le temps travaille pour lui. Chaque année qui passe, sans héritier, rapproche l'Austrasie de l'annexion pure et simple.
En 554, la situation devient critique. Théodebald, miné par sa constitution défaillante et rongé par l'humiliation de son échec conjugal, sombre dans une mélancolie profonde qui inquiète même ses médecins. Wuldetrade, de son côté, développe une aversion de plus en plus, marquée pour son époux diminué, n'hésitant plus à afficher publiquement son dégoût. Cette mésentente conjugale achève de décrédibiliser une monarchie déjà chancelante. C'est dans ce contexte de délitement généralisé que survient l'événement tant attendu par Clotaire. En 555, Théodebald s'éteint brutalement à l'âge de 20 ans, emporté par une fièvre foudroyante qui achève ses dernières forces. Sa mort, sans héritier, plonge l'Austrasie dans le chaos successoral et offre enfin à Clotaire l'opportunité qu'il guettait depuis des années. La nouvelle de la mort de Théodebald parvient à Clotaire par un messager essoufflé qui a chevauché jour et nuit depuis Metz. Le roi de Neustrie, alors âgé de 57 ans, accueille cette information avec une satisfaction non dissimulée. Après 44 années d'attente et de manœuvre, l'heure de la consécration suprême a enfin sonné. Pour la première fois, depuis la mort de Clovis, la réunification du royaume franc devient possible. Mais Clotaire sait que cette succession ne sera pas automatique. Les grands d'Austrasie peuvent encore tenter de résister ou faire appel à son frère Childebert pour contrecarrer ses ambitions. Il faut agir avec la rapidité de l'éclair et la ruse du serpent. Le vieux roi mobilise immédiatement ses troupes d'élite et se met en marche vers Metz, avant que quiconque puisse organiser une résistance efficace. Cependant, le prédateur expérimenté a conçu un plan plus subtil que la simple conquête militaire. Il a identifié l'atout majeur qui peut lui assurer une prise de pouvoir en douceur. Wuldetrade, la jeune veuve de 25 ans. En épousant cette princesse lombarde, Clotaire peut légitimer juridiquement sa prise de contrôle selon les coutumes germaniques qui autorisent l'héritage par alliance matrimoniale. Cette stratégie matrimoniale, il l'avait déjà utilisée avec succès en épousant Gondioque après l'assassinat de son frère Clodomir. Mais cette fois, l'enjeu est infiniment plus important. Il s'agit de parachever l'œuvre de réunification commencée par Clovis et interrompue par sa mort prématurée. Wuldetrade représente donc bien plus qu'une simple épouse supplémentaire. Elle est la clé de la légitimité dynastique. Quand Clotaire arrive à Metz à la tête de son armée, il ne perd pas de temps en négociations diplomatiques subtiles. Sa réputation le précède, et les grands d'Austrasie comprennent immédiatement qu'ils n'ont pas les moyens de résister militairement à ce conquérant impitoyable. Le roi de Neustrie fait donc connaître ses intentions sans ambiguïté. Il épouse Wuldetrade et annexe l'Austrasie au nom de ses nouveaux droits conjugaux. Pour Wuldetrade, cette annonce brutale constitue un choc terrible. À 25 ans, cette femme intelligente et cultivée se retrouve face au dilemme le plus atroce de sa vie. Refuser ce mariage signifierait déclencher une guerre civile sanglante qui dévasterait l'Austrasie et provoquerait probablement sa propre mort. Accepter implique de s'unir à l'homme qui vient de s'emparer par la force du royaume de son défunt époux. Mais le plus traumatisant pour la jeune veuve reste la nature même de cette union forcée. Wuldetrade a reçu une éducation princière qui lui permet de mesurer l'énormité de ce qui lui est imposé. Elle sait parfaitement que Clotaire était le grand-oncle de son défunt époux, ce qui fait d'elle, en termes de parenté, l'équivalent de sa propre arrière-petite-nièce. Cette union constitue donc un inceste caractérisé selon tous les codes moraux de l'époque. La cérémonie de mariage a lieu dans la plus stricte intimité, probablement dans la chapelle privée du palais de Metz. Clotaire, conscient du caractère scandaleux de son acte, évite soigneusement les fastes habituels des noces royales. Seuls quelques témoins indispensables assistent à cette union maudite qui fait de la malheureuse Wuldetrade la 6e épouse du roi franc. La nuit de noces révèle toute l'horreur de la situation. Wuldetrade, habitué aux maladresses pathétiques de Théodebald, découvre la brutalité d'un homme de 57 ans, habitué à imposer sa volonté par la violence. Clotaire, ivré par sa victoire politique autant que par le vin, traite sa nouvelle épouse comme un simple butin de guerre. Cette première nuit conjugale traumatise profondément la jeune femme qui comprend qu'elle vient de tomber entre les griffes d'un monstre. Les semaines suivantes confirment ses pires craintes. Clotaire, grisé par son triomphe, affiche publiquement sa nouvelle conquête comme un trophée personnel. Il oblige Wuldetrade à l'accompagner dans toutes ses apparitions officielles
exhibant cette princesse lombarde comme la preuve vivante de sa légitimité sur l'Austrasie. Cette exhibition permanente humilie profondément la jeune femme, réduite au rang d'objet décoratif au service de l'ambition royale. Pendant ce temps, dans les monastères et les évêchés de Gaule, la nouvelle de ce mariage scandaleux commence à circuler et provoque une émotion considérable. Pour la première fois depuis des décennies, un acte royal suscite une réprobation morale généralisée qui dépasse le simple cercle des courtisans. L'orage ecclésiastique qui se prépare va bientôt ébranler le trône de l'impitoyable Clotaire, la révolte des évêques. Pendant plusieurs semaines, Clotaire savoure son triomphe en toute tranquillité. À 57 ans, le vieux loup a enfin réussi à réunir sous son autorité les royaumes de Neustrie, d'Orléans et d'Austrasie. Il ne lui manque plus que Paris et la Bourgogne, contrôlés par son frère Childebert, pour reconstituer intégralement l'héritage de Clovis. Son mariage avec Wuldetrade, outre la légitimité politique qu'il lui confère, lui apporte également une alliance stratégique avec les Lombardes d'Italie. Mais cette euphorie va être de courte durée. Dans les scriptoriums des monastères et les résidences épiscopales de Gaule, la nouvelle de ce mariage incestueux provoque un tollé d'une ampleur inédite. Pour comprendre l'intensité de cette réaction, il faut mesurer le chemin parcouru par l'Église chrétienne depuis la conversion de Clovis. En 50 ans, les évêques francs ont progressivement élaboré un corpus de règles morales qui commencent à s'imposer même aux puissants. L'inceste, défini comme l'union entre personnes liées par le sang ou l'alliance, constitue l'un des péchés les plus graves selon la doctrine chrétienne. Cette prohibition ne souffre aucune exception, même pour les rois. En épousant la veuve de son petit-neveu, Clotaire transgresse donc frontalement l'une des lois divines les plus sacrées. Cette violation directe du droit canon ne peut rester sans réponse de la part des autorités religieuses. L'évêque de Reims, Flavius, un homme respecté qui avait personnellement baptisé plusieurs fils de Clotaire, prend courageusement la tête de la protestation. Ce prélat de 65 ans, issu de l'aristocratie gallo-romaine, possède l'autorité morale nécessaire pour défier le pouvoir royal. Il réunit rapidement un synode extraordinaire regroupant les principaux évêques de Gaule pour examiner cette affaire scandaleuse. Les débats du synode révèlent la profondeur de l'émotion suscitée par ce mariage maudit. Les évêques les plus modérés plaident pour une réprimande discrète qui permettrait au roi de sauver la face tout en mettant fin à cette union. Mais la majorité du clergé exige une condamnation publique et solennelle qui marque clairement la réprobation de l'Église. Après 3 jours de discussions passionnées, le synode vote une résolution qui fait l'effet d'un coup de tonnerre. La condamnation épiscopale ne se limite pas à de simples protestations verbales. Les évêques qualifient officiellement le mariage de Clotaire d'impie et incestueux et menacent le roi d'excommunication s'il ne met pas fin immédiatement à cette union sacrilège. Cette menace représente un danger politique majeur pour Clotaire. L'excommunication le couperait de ses sujets chrétiens et donnerait à ses ennemis un prétexte religieux pour se révolter contre son autorité. Pour la première fois de sa longue carrière, le maître de la Gaule se trouve confronté à une force qu'il ne peut ni acheter ni massacrer. L'Église chrétienne, forte de sa légitimité morale naissante, inaugure un nouveau type de résistance au despotisme royal. Cette confrontation sans précédent place Clotaire dans une situation particulièrement inconfortable. Comment un roi habitué à régner par la terreur peut-il répondre à des adversaires qui tirent leur force de la foi? La nouvelle de cette condamnation ecclésiastique se répand rapidement dans tout le royaume et au-delà. Les cours européennes apprennent avec stupéfaction qu'un roi franc vient d'être publiquement désavoué par ses propres évêques pour un mariage incestueux. Cette humiliation diplomatique ternit considérablement le prestige de Clotaire, habitué à incarner la puissance franque aux yeux de l'Europe. Plus grave encore, cette protestation religieuse trouve un écho favorable auprès des sujets du royaume. Contrairement aux calculs politiques habituels qui laissent le peuple indifférent, cette affaire morale touche directement la conscience populaire. Dans les campagnes comme dans les villes, les Francs chrétiens commencent à exprimer leur réprobation face au scandale royal. Cette hostilité diffuse représente un phénomène nouveau dans l'histoire mérovingienne. Clotaire découvre ainsi les limites inattendues de son pouvoir absolu. L'homme qui avait terrorisé l'Europe pendant 40 ans se trouve soudain
isolé, face à une coalition morale qui transcende les clivages sociaux et géographiques. Cette situation inédite l'oblige à envisager l'impensable. Une reculade publique qui reconnaîtrait implicitement ses torts et restaurerait l'autorité de l'Église sur les questions matrimoniales. Confronté à l'ampleur de la protestation religieuse et aux murmures grandissants de ses sujets, Clotaire réalise progressivement qu'il se trouve dans une impasse politique majeure. Cette situation inédite place le maître de la Gaule dans une position humiliante. Pour la première fois de sa carrière, il doit envisager de céder publiquement aux exigences d'autrui. Cette perspective révulse profondément un homme habitué à imposer sa volonté par la force depuis plus de 40 ans. Les conseillers du roi, conscients du danger que représente cette crise morale, multiplient les pressions pour convaincre leur maître de faire marche arrière. Ils lui expliquent patiemment que l'excommunication pourrait déclencher des révoltes généralisées et donner à ses ennemis l'occasion rêvée de contester sa légitimité. Même ses fidèles généraux, pourtant habitués à obéir aveuglément, manifestent leur inquiétude face à cette situation explosive. Mais c'est finalement l'attitude de Vuldetrade elle-même qui précipite la décision royale. La malheureuse princesse, traumatisée par son mariage forcé et révoltée par sa situation, ne cache plus son dégoût pour son époux royal. Elle refuse désormais de paraître en public à ses côtés et multiplie les gestes de défiance qui ridiculisent Clotaire devant sa cour. Cette rébellion conjugale achève de discréditer un roi déjà ébranlé par la condamnation ecclésiastique. La répudiation de Vuldetrade intervient probablement au début de l'année 556, soit moins d'un an après leur mariage maudit. Cette décision représente l'une des humiliations les plus cuisantes de la carrière de Clotaire. L'homme qui avait égorgé ses propres neveux pour s'emparer de leurs biens doit publiquement reconnaître ses torts et céder aux exigences de l'Église. Cette capitulation marque un tournant historique dans les rapports entre le pouvoir royal et l'autorité religieuse. Mais Clotaire, même contraint à la soumission, ne renonce pas à tirer profit de cette situation catastrophique. Plutôt que de simplement renvoyer Vuldetrade chez elle en reconnaissant ses torts, le vieux renard échafaude un plan qui lui permet de transformer cette défaite en victoire diplomatique partielle. Le roi choisit de donner Vuldetrade en mariage à Garibald Ier, duc de Bavière, un prince germanique ambitieux qui cherche à établir son indépendance face à l'Empire byzantin. Ce choix révèle toute la perversité calculatrice de Clotaire. En offrant une épouse de sang royal lombard à ce chef bavarois, il s'assure de l'alliance d'un peuple guerrier tout en neutralisant diplomatiquement la malheureuse Vuldetrade. Cette transaction cynique révèle l'ampleur du mépris de Clotaire pour la dignité humaine. Vuldetrade, déjà victime d'un mariage forcé et traumatisant, se retrouve échangée, comme une simple marchandise diplomatique, sans que son avis soit sollicité. À 25 ans, cette femme a déjà subi les volontés de 3 hommes différents qui ont disposé de son corps et de son destin comme d'un objet de négoce. Le plus révélateur reste cependant la clause financière de cet arrangement sordide. Clotaire exige de garder tous les biens que Vuldetrade avait apportés de son premier mariage avec Théodebald. Ses richesses, qui comprenaient une partie substantielle du trésor royal d'Austrasie, des bijoux lombards d'une valeur inestimable et des terres productives, constituent un butin considérable que le roi refuse catégoriquement de restituer. Cette rapacité dans la défaite illustre parfaitement la personnalité de Clotaire. Même humilié publiquement et contraint de céder aux évêques, il trouve encore le moyen de s'enrichir personnellement. La répudiation de Vuldetrade lui coûte sa légitimité sur l'Austrasie, mais elle lui rapporte une fortune et une alliance bavaroise qui compenseront partiellement cette perte. La cérémonie de répudiation se déroule dans une atmosphère de tension extrême. Clotaire, furieux d'être contraint à cette humiliation, affiche un visage de marbre tandis qu'il prononce les formules rituelles qui libèrent Vuldetrade de leurs liens matrimoniaux. La jeune femme, elle, ne peut dissimuler son soulagement d'échapper enfin aux griffes de ce monstre, même si c'est pour être immédiatement livrée à un nouvel époux imposé. Cette répudiation forcée marque un tournant historique majeur dans l'évolution des rapports entre l'Église et la royauté franque. Grégoire de Tours note avec satisfaction que c'est la première mention faite par l'histoire d'une rupture de mariage royal imposée par les évêques. Ce précédent établit définitivement le principe que même les rois ne peuvent transgresser impunément les lois divines concernant le mariage. Pour Vuldetrade, cette libération constitue paradoxalement un nouveau calvaire. Son départ forcé vers la Bavière l'arrache définitivement
a tout espoir de retour en Lombardie auprès de sa famille. Elle doit maintenant faire face à un troisième mariage, arrangé avec un homme qu'elle ne connaît pas, dans un pays étranger où elle ne pourra compter sur aucun soutien familial. Le mariage avec Garibalde de Bavière, célébré vers la fin de 556, semble cependant apporter enfin à Wuldetrade une existence plus supportable. Le duc bavarois, prince respecté et apparemment moins brutal que Clotaire, lui offre une vie conjugale relativement équilibrée. De cette union naîtront plusieurs enfants, dont la célèbre Théo de l'Inde, qui deviendra plus tard reine des Lombards, bouclant ainsi le cercle dynastique. Mais les séquelles psychologiques de son année d'enfer avec Clotaire marquent définitivement la personnalité de Wuldetrade. Les chroniqueurs bavarois la décrivent comme une femme mélancolique, sujette à des crises d'angoisse, qui la font hurler dans son sommeil. Ces troubles révèlent l'ampleur des traumatismes subis au contact du tyran franc, blessures invisibles qui ne se refermeront jamais complètement. L'affaire Wuldetrade provoque des répercussions qui dépassent largement le cercle de la cour franque. Dans toute l'Europe chrétienne, cette confrontation entre un roi et ses évêques fait sensation et inspire de nombreuses réflexions sur les limites du pouvoir royal. Pour la première fois, un souverain barbare a dû céder devant l'autorité morale de l'Église, établissant un précédent qui aura des conséquences durables. À Rome, le pape Pélage Ier accueille cette nouvelle avec une satisfaction non dissimulée. Cette victoire des évêques francs démontre la montée en puissance de l'autorité pontificale dans les royaumes barbares et préfigure les futures querelles entre l'Église et les pouvoirs temporels. Le Saint-Siège voit dans cette affaire la preuve que même les rois les plus brutaux peuvent être contraints de respecter la loi divine. Dans les autres cours européennes, la répudiation forcée de Wuldetrade suscite des réactions contrastées. Les rois wisigoths et lombardes, encore largement ariens, y voient une dangereuse ingérence du clergé catholique dans les affaires royales. Ils craignent que ce précédent n'encourage leurs propres évêques à contester leur autorité matrimoniale. Cette inquiétude pousse certains souverains barbares à durcir leur attitude envers l'Église catholique. En revanche, l'empereur byzantin Justinien Ier applaudit secrètement cette humiliation de Clotaire. Le basileus, engagé dans ses projets de reconquête occidentale, voit dans cet affaiblissement du pouvoir franc une opportunité diplomatique. Il fait discrètement savoir aux évêques gaulois que l'Empire d'Orient soutient leur action moralisatrice et n'hésiterait pas à protéger l'Église face aux éventuelles représailles royales. Sur le plan intérieur, cette crise révèle l'émergence de nouvelles forces politiques dans le royaume franc. La bourgeoisie urbaine naissante, composée d'artisans et de commerçants christianisés, manifeste pour la première fois son opinion sur les affaires royales. Ces nouveaux acteurs sociaux, économiquement influents mais politiquement marginalisés, trouvent dans l'autorité ecclésiastique un relais pour exprimer leurs valeurs morales. L'aristocratie franque, elle, reste divisée sur cette affaire. Les vieux guerriers païens, attachés aux traditions germaniques, dénoncent cette soumission du roi face aux prêtres étrangers. Ils voient dans cette capitulation un affaiblissement dangereux de l'autorité royale qui pourrait encourager les révoltes futures. En revanche, les nobles récemment convertis au christianisme soutiennent discrètement l'action des évêques. Cette fracture idéologique au sein de l'élite franque annonce les futurs conflits entre partisans de la tradition germanique et défenseurs de la morale chrétienne. Clotaire, conscient de ces tensions, doit désormais naviguer prudemment entre ces courants contradictoires pour préserver son autorité. L'époque de l'absolutisme royal sans limite touche manifestement à sa fin. La répudiation de Wuldetrade a également des conséquences diplomatiques majeures avec les Lombards d'Italie. Le roi Audoin, successeur de Wauchope, considère cette affaire comme un affront personnel à sa dynastie. L'humiliation subie par sa belle-sœur refroidit considérablement les relations entre Francs et Lombards, compromettant l'alliance anti-byzantine que Clotaire espérait consolider. Cette détérioration diplomatique prive le royaume franc d'un allié précieux dans la péninsule italienne au moment où l'empereur Justinien intensifie ses efforts de reconquête. Les Lombards, privés du soutien franc, doivent réviser leur stratégie expansionniste et accepter temporairement une coexistence difficile avec les forces byzantines. Cette situation profite indirectement à Constantinople dans sa lutte pour le contrôle de l'Italie. La métamorphose du tyran.
L'humiliation subie lors de l'affaire Vuldetrade provoque chez Clotaire une transformation psychologique profonde et inattendue. À 58 ans, cet homme qui avait passé sa vie à défier tous les interdits découvre brutalement que son pouvoir, si absolu soit-il, connaît des limites infranchissables. Cette prise de conscience tardive déclenche une évolution remarquable de sa personnalité qui surprend tous ses contemporains. Le changement le plus spectaculaire concerne ses rapports avec l'Église. L'homme qui avait naguère bravé les interdictions religieuses avec un cynisme assumé devient soudain étonnamment réceptif aux arguments des évêques. Cette sensibilité nouvelle ne procède pas d'une conversion spirituelle sincère, mais plutôt d'un calcul politique raffiné. Clotaire a compris que l'autorité ecclésiastique représente désormais une force incontournable qu'il vaut mieux s'allier qu'affronter. Cette évolution stratégique se manifeste par une multiplication spectaculaire des donations aux monastères et des fondations pieuses. Le roi, qui avait jadis pillé les trésors ecclésiastiques pour financer ses guerres, dilapide maintenant des fortunes dans la construction d'églises et l'entretien du clergé. Cette générosité calculée vise à racheter sa réputation morale tout en s'assurant le soutien des prélats dans ses futurs projets politiques. Parallèlement, Clotaire développe une piété ostentatoire qui contraste violemment avec la brutalité de ses années précédentes. Il assiste désormais quotidiennement à la messe, jeûne ostensiblement pendant le carême et affiche une dévotion mariale qui édifie les courtisans. Cette transformation spectaculaire alimente les conversations dans tout le royaume et contribue à restaurer partiellement son image ternie par le scandale Vuldetrade. Mais cette conversion apparente ne doit pas faire illusion sur la nature profonde du personnage. Clotaire reste fondamentalement le même homme impitoyable, simplement plus prudent dans le choix de ses méthodes. La preuve de cette continuité psychologique éclate tragiquement en 560 avec l'affaire de son fils Cramen, épisode qui révèle que la cruauté demeure sa nature profonde. Cramen, prince ambitieux d'une trentaine d'années, commet l'erreur fatale de défier ouvertement l'autorité paternelle. Installé comme sous-roi d'Aquitaine, ce fils rebelle rêve d'indépendance et noue des alliances secrètes avec les ennemis de son père. Cette trahison familiale réveille instantanément les instincts sanguinaires de Clotaire, prouvant que sa transformation récente reste purement superficielle. La guerre civile entre le père et le fils se déroule avec une violence inouïe qui rappelle les pires heures de l'histoire mérovingienne. Clotaire, malgré ses 62 ans, mène personnellement la campagne militaire contre son fils rebelle avec une détermination qui terrifie même ses propres soldats. Cette énergie destructrice révèle que l'âge n'a pas émoussé sa capacité de nuire. Quand Cramen est finalement capturé après une bataille acharnée en Bretagne, Clotaire ordonne un supplice d'une atrocité qui dépasse même ses crimes précédents. Il fait enfermer son fils, sa belle-fille et ses 2 petites filles dans une cabane de bois qu'il fait ensuite incendier. Le vieux roi assiste personnellement à l'agonie de sa propre famille, savourant cette vengeance comme l'aboutissement de sa justice patriarcale. Cette exécution monstrueuse de son propre sang révèle que l'affaire Vuldetrade n'a pas fondamentalement changé Clotaire. Sa soumission aux évêques était purement tactique, motivée par le calcul politique plutôt que par un véritable repentir moral. Confronté à une menace directe contre son autorité, le masque de piété tombe instantanément pour révéler le monstre authentique. La mort atroce de Cramen et de sa famille provoque une nouvelle vague d'indignation dans le royaume. Mais cette fois, les évêques restent curieusement silencieux, prouvant que leur courage moral a des limites bien définies. Cette passivité ecclésiastique face au crime familial démontre que l'Église préfère éviter les confrontations directes avec un roi capable de telles extrémités. En 558, la mort providentielle de son frère Childebert offre enfin à Clotaire la consécration ultime de sa carrière. Il devient le seul roi des Francs, réunifiant pour la première fois depuis Clovis l'intégralité du royaume. Cette victoire tant attendue arrive cependant à un moment où le vieux tyran n'a plus l'énergie de sa jeunesse pour en profiter pleinement. Les 3 dernières années de son règne, 558-561, présentent le paradoxe d'un pouvoir à la fois absolu et diminué. Clotaire règne effectivement sur la plus vaste étendue territoriale jamais contrôlée par un roi franc, mais son autorité morale reste entachée par les scandales de sa carrière. Cette contradiction entre la puissance politique et la faiblesse éthique
caractérise parfaitement l'héritage ambigu de ce souverain d'exception. Dans cette tragédie historique aux multiples rebondissements, Wuldetrade demeure paradoxalement la grande oubliée des chroniques contemporaines. Cette omission révélatrice illustre parfaitement le sort réservé aux femmes dans l'historiographie mérovingienne. Simples objets d'échange politique, elles disparaissent des récits dès que leur utilité diplomatique s'achève. Pourtant, le destin de cette princesse lombarde mérite une attention particulière, tant il symbolise la condition féminine dans l'aristocratie du VIe siècle. Mariée vers 552 à Théodebald alors qu'elle avait environ 22 ans, Wuldetrade découvre immédiatement l'ampleur du piège qui s'est refermé sur elle. Son époux royal, physiquement répugnant et mentalement diminué, transforme ce qui aurait dû être l'apogée de sa vie en un cauchemar quotidien. Cette union stérile avec un dégénéré l'enferme dans une solitude psychologique, d'autant plus cruelle qu'elle est observée en permanence par une cour hostile et méprisante. Les 3 années passées auprès de Théodebald constituent probablement la période la plus frustrante de l'existence de Wuldetrade. Cette femme intelligente et cultivée, formée dans les raffinements de la cour lombarde, se retrouve prisonnière d'un royaume austrasien en déclin dirigé par un fantoche incapable. Ses tentatives pour influencer la politique royale se heurtent à l'incompréhension d'un époux débile et à l'hostilité des grands du royaume, qui voient en elle une étrangère encombrante. La mort de Théodebald en 555 lui offre brièvement l'illusion d'une libération possible. À 25 ans, cette veuve de sang royal pourrait légitimement espérer retourner en Lombardie ou contracter un nouveau mariage de son choix avec un prince digne de son rang. Cette perspective de renaissance explique probablement pourquoi elle accueille, initialement avec un certain soulagement, la disparition de son époux diminué. Mais l'arrivée de Clotaire à Metz brise instantanément ses espoirs de liberté retrouvés. La jeune veuve comprend immédiatement qu'elle vient de tomber entre les griffes d'un prédateur infiniment plus dangereux que son défunt époux. L'homme qui se présente à elle comme son futur mari traîne derrière lui une réputation de cruauté qui terrifie toute l'Europe. Cette perspective d'union forcée avec un assassin notoire provoque chez Wuldetrade une terreur qui dépasse tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'année passée comme 6e épouse de Clotaire constitue sans aucun doute la période la plus traumatisante de sa vie. À 25 ans, elle doit partager la couche d'un homme de 57 ans dont la brutalité sexuelle égale la violence politique. Cette cohabitation forcée avec un tyran sanguinaire qui vient de s'emparer par la force du royaume de son défunt époux place la malheureuse dans une situation de vulnérabilité psychologique extrême. Les détails de cette union maudite ne nous sont pas parvenus, les chroniqueurs de l'époque préférant éviter ces sujets scabreux. Mais on peut légitimement imaginer l'enfer quotidien de cette jeune femme, découvrant progressivement l'ampleur de la perversité de son nouveau maître. Clotaire, habitué à terroriser ses sujets par des démonstrations de force spectaculaires, ne devait guère se préoccuper du consentement de sa dernière acquisition matrimoniale. La condamnation ecclésiastique de leur mariage constitue paradoxalement la première bonne nouvelle que reçoit Wuldetrade depuis des années. Bien que cette réprobation religieuse l'humilie publiquement en la désignant comme complice d'un inceste, elle comprend intuitivement que cette pression morale représente sa seule chance d'échapper aux griffes du monstre. Sa collaboration, discrète avec les évêques scandalisés, contribue probablement à précipiter la répudiation salvatrice. Mais même cette libération se transforme en nouvelle servitude quand Clotaire décide de la donner à Garibald comme une simple marchandise diplomatique. À 26 ans, Wuldetrade découvre avec amertume qu'elle ne sera jamais qu'un pion sur l'échiquier des ambitions masculines. Son opinion, ses sentiments, ses aspirations personnelles ne comptent pour rien face aux calculs politiques de ces barbares couronnés. Son exil forcé vers la Bavière l'arrache définitivement à tout espoir de retour vers sa Lombardie natale. Cette transplantation brutale dans un pays germanique dont elle ignore la langue et les coutumes achève de briser psychologiquement une femme déjà profondément meurtrie par ses expériences précédentes. Les chroniqueurs bavarois la décrivent d'ailleurs comme une épouse mélancolique, sujette à des crises d'angoisse, qui révèlent l'ampleur de ses traumatismes. Heureusement, son mariage avec Garibald de Bavière, célébré vers 556, semble enfin lui apporter une existence plus équilibrée. Le duc bavarois, homme respecté et apparemment moins brutal que ses prédécesseurs royaux, lui offre une vie conjugale relativement stable.
Cette union produit plusieurs enfants, dont la célèbre Théodelinde, qui deviendra reine des Lombards, permettant enfin à Vuldetrade de connaître les joies de la maternité qui lui avaient été refusées avec ses deux premiers époux. Elle s'éteint vers 570-573, âgée d'une quarantaine d'années, après avoir survécu 15 ans à son terrible mariage avec Clotaire. Sa mort passe pratiquement inaperçue dans les chroniques de l'époque, alors que son destin tragique aurait mérité bien davantage d'attention historique. Cette indifférence posthume symbolise parfaitement le sort réservé aux femmes de l'aristocratie mérovingienne, utilisée puis oubliée. L'affaire Vuldetrade dépasse largement l'anecdote sordide pour révéler les mutations profondes qui travaillent la société franque du VIe siècle. Ce scandale matrimonial illustre parfaitement la collision violente entre deux mondes antagonistes, celui des traditions germaniques païennes où la force prime le droit et celui du christianisme naissant qui tente d'imposer ses valeurs morales aux élites barbares. Cette confrontation préfigure les grands débats idéologiques qui structureront l'Europe médiévale. La réaction des évêques face au mariage incestueux de Clotaire marque un tournant décisif dans l'histoire des rapports entre l'Église et les pouvoirs temporels. Pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain, l'autorité religieuse ose défier frontalement un roi barbare sur une question morale fondamentale. Cette audace ecclésiastique inaugure une nouvelle ère où les souverains ne pourront plus transgresser impunément les interdits chrétiens les plus sacrés. Le succès des évêques dans cette confrontation établit un précédent juridique et moral majeur qui aura des répercussions durables sur l'évolution du pouvoir royal. Désormais, les rois France savent qu'ils ne peuvent plus ignorer totalement les prescriptions de l'Église en matière matrimoniale. Cette limitation symbolique mais réelle de l'arbitraire royal constitue l'une des premières brèches dans l'absolutisme mérovingien et annonce les futurs équilibres constitutionnels de l'Occident chrétien. Sur le plan sociologique, l'épisode révèle l'émergence progressive d'une opinion publique chrétienne capable d'exprimer sa réprobation face aux excès du pouvoir. Les bourgeois des villes, les artisans enrichis et même certains paysans libres commencent à manifester leurs convictions morales sur les affaires royales. Cette évolution majeure des mentalités annonce la lente démocratisation de la vie politique qui caractérisera les siècles suivants. L'affaire démontre également l'évolution des rapports de force au sein de l'aristocratie franque elle-même. La vieille noblesse guerrière, attachée aux traditions germaniques et indifférente aux scrupules chrétiens, se trouve progressivement marginalisée par une nouvelle génération de nobles convertis sincèrement au christianisme. Cette fracture idéologique traverse désormais toute la société franque et explique en partie l'instabilité politique croissante des royaumes mérovingiens. Sur le plan diplomatique, le scandale Vuldetrade illustre parfaitement les méthodes brutales de la politique mérovingienne tout en révélant leurs limites croissantes. Le mariage forcé, la répudiation contrainte et le recyclage diplomatique de la malheureuse princesse révèlent un monde où les femmes aristocrates ne sont que des instruments au service des ambitions masculines. Mais la résistance ecclésiastique à ces pratiques annonce leur condamnation progressive par l'opinion chrétienne. Cette histoire éclaire enfin les mécanismes complexes de la légitimation du pouvoir dans les sociétés de transition entre paganisme et christianisme. En épousant la veuve de Théodebald, Clotaire tente d'appliquer un mode de légitimation par l'alliance matrimoniale conforme aux traditions germaniques. Mais la dimension incestueuse de cette union provoque un rejet qui l'oblige à réviser sa stratégie et à chercher d'autres sources de légitimité politique. L'affaire révèle également les limites pratiques du pouvoir mérovingien face aux nouvelles forces spirituelles qui émergent dans la société franque. Clotaire, habitué à résoudre tous ses problèmes par la violence directe ou la corruption, découvre qu'il existe désormais des adversaires qu'il ne peut ni acheter ni éliminer physiquement. L'Église chrétienne, forte de sa légitimité morale transcendante, inaugure un nouveau type de résistance au despotisme qui préfigure les futurs contre-pouvoirs institutionnels. Enfin, ce scandale royal annonce les grandes querelles matrimoniales qui opposeront régulièrement l'Église aux monarchies européennes jusqu'à l'époque moderne. De Charlemagne répudiant sa première épouse au démêlé d'Henri VIII avec Rome, en passant par les conflits de Philippe Auguste avec Innocent III, la question du mariage royal restera un enjeu majeur des rapports entre pouvoir temporel et autorité spirituelle.
L'affaire Wuldetrede constitue donc le premier acte de cette longue tragédie européenne. L'histoire de Clotaire et Wuldetrade résonne encore aujourd'hui, 15 siècles après les faits, comme un avertissement saisissant sur les dangers de l'ambition sans limite et de l'exercice du pouvoir sans contrôle moral. Ce roi du VIe siècle, dans sa quête obsessionnelle de domination absolue, franchit toutes les barrières éthiques et familiales de son époque pour commettre l'un des actes les plus scandaleux de l'histoire mérovingienne. Son mariage incestueux avec la veuve de son petit-neveu constitue l'apogée d'une carrière politique marquée par le cynisme, la cruauté et le mépris total des valeurs humaines élémentaires. Cette tragédie historique révèle plusieurs vérités intemporelles sur la nature humaine et les mécanismes du pouvoir qui gardent toute leur pertinence dans le monde contemporain. D'abord, elle démontre avec une clarté implacable comment l'ambition démesurée peut corrompre jusqu'aux liens familiaux les plus sacrés et transformer un homme en monstre moral. Clotaire, en épousant Wuldetrade, transgresse non seulement les lois divines, mais aussi les codes d'honneur les plus élémentaires de sa propre société, prouvant qu'aucun interdit ne peut résister à une soif de pouvoir totalement déchaînée. Ensuite, cette histoire illustre de manière saisissante la vulnérabilité tragique des femmes dans les sociétés patriarcales où elles ne constituent que des instruments d'échange politique. Wuldetrade, malgré son rang de princesse et son éducation raffinée, subit passivement les décisions de 3 hommes successifs qui disposent de son corps et de son destin sans jamais solliciter son consentement. Sa trajectoire douloureuse, de son mariage forcé avec le dégénéré Théodebald à sa répudiation humiliante par Clotaire, symbolise le sort de milliers de femmes nobles sacrifiées au calcul politique masculin à travers l'histoire européenne. L'affaire révèle également l'émergence progressive de contre-pouvoirs moraux capables de limiter l'exercice de l'autorité politique absolue. La résistance victorieuse des évêques face à Clotaire préfigure les futurs équilibres entre pouvoir temporel et autorité spirituelle qui structureront l'Europe médiévale et moderne. Cette première victoire de l'Église sur un roi mérovingien annonce les grandes querelles constitutionnelles entre pape et empereur, entre parlement et monarchie qui jalonnent l'histoire occidentale. Cette tragédie nous enseigne également que même les tyrans les plus impitoyables rencontrent tôt ou tard des limites infranchissables à leur pouvoir. Clotaire, qui avait passé 50 ans à imposer sa volonté par la terreur et l'assassinat, découvre brutalement à 57 ans qu'il existe des forces qu'il ne peut ni massacrer ni corrompre. Cette leçon d'humilité tardive, bien qu'insuffisante pour racheter une carrière monstrueuse, constitue peut-être l'unique enseignement positif de ce règne sanglant. Le scandale de Wuldetrede nous rappelle enfin que derrière les grandes fresques historiques, derrière les récits épiques de conquête et de gloire, se cachent souvent des drames humains d'une intensité bouleversante qui méritent notre compassion et notre mémoire. Cette jeune femme de 25 ans, prise au piège des ambitions royales et broyée par la machine politique mérovingienne, incarne toutes les victimes anonymes de l'histoire dont la souffrance silencieuse donne sa véritable dimension tragique aux événements du passé. Ainsi, près de 15 siècles après les faits, l'histoire de Clotaire et Wuldetrade continue de nous interroger sur les limites morales du pouvoir, sur la condition des femmes dans les sociétés masculines, sur le prix humain des ambitions politiques et sur la nécessité éternelle de préserver des garde-fous éthiques face aux dérives du pouvoir absolu. Ce roi franc du VIe siècle, dans sa quête obsessionnelle de domination totale, nous offre un miroir troublant sur les dangers qui menacent toute société où l'autorité échappe au contrôle de la conscience morale collective. L'héritage de cette affaire dépasse donc largement son contexte historique immédiat pour toucher aux questions fondamentales de l'organisation sociale et politique. Elle nous rappelle que la civilisation reste un équilibre fragile entre les instincts dominateurs de l'espèce humaine et les valeurs morales laborieusement construites par des siècles de réflexion collective. Quand cet équilibre se rompt, quand le pouvoir s'affranchit de tout contrôle éthique, l'humanité replonge dans la barbarie la plus primitive, celle qui transforme les palais en abattoirs et les rois en bouchers couronnés. La figure de Clotaire Ier, monstre fascinant par son intelligence politique et sa cruauté sans limite, nous renvoie donc à nos propres responsabilités citoyennes dans la construction et la préservation d'un ordre social juste. Son exemple négatif nous enseigne que l'histoire ne progresse pas naturellement vers plus de justice et d'humanité,
mais qu'elle peut à tout moment basculer vers la régression si les peuples renoncent à exercer leur vigilance morale sur leurs dirigeants. En ce sens, l'affaire Vuldetrade constitue bien plus qu'un simple fait divers historique. Elle représente un avertissement permanent sur les dangers éternels qui menacent toute société humaine organisée.